Chaque bleibt année, eine une erschreckende statistique Statistik bestehen. terrifiante persiste dans le Weltweit monde. sind weiterhin tausende Des milliers nukleare d'ogives Sprengköpfe nucléaires einsatzbereit. restent en état Auf d'alerte. dem Höhepunkt des Kalten Au sommet Krieges de la guerre waren es froide, über il y en avait 70.000. plus de Heute 70 sind 000. es rund Et aujourd'hui, 12.500. environ 12 Das 500. bedeutet, Cela innerhalb veut weniger dire qu'en quelques Minuten minutes, könnte die la Erde an den planète Rand entière einer pourrait Katastrophe basculer au geraten. bord de la catastrophe. Aber wie wird Mais aus comment, einfachem Stein, à partir d'une aus simple Uranerz, pierre, eine un Waffe minerai geschaffen, d'uranium, die ganze fabrique-t-on Städte une arme auslöschen capable kann? d'effacer des villes Was entières? verbergen die gigantischen Que cachent Fabriken, ces die usines so viel gigantesques Strom qui verbrauchen consomment wie eine autant Metropole? d'électricité qu'une mégapole? Und warum ist die Et pourquoi Herstellung la einer production d'une Atombombe bombe nicht nur nucléaire Physik, n'est-elle sondern pas vor seulement allem de la eine physique, mais unglaublich surtout teure, une komplexe industrie und incroyablement geheime chère, Industrie? complexe Schau et genau hin. secrète? Wenn du bis Reste zum bien Ende jusqu'à la dabei fin, bleibst, car tu erfährst du ein découvriras un Geheimnis, secret das que les in manuels keinem scolaires Lehrbuch ne gezeigt révèlent wird. jamais. Auf dem Höhepunkt Au des sommet de la Kalten guerre Krieges, froide, in den dans les années 1980er Jahren, 1980, umfasste das l'arsenal weltweite nucléaire Nukleararsenal mondial comptait über plus de 70.000 70 000 Sprengköpfe. Aujourd'hui, Heute hat sich grâce diese au Zahl traité dank de désarmement, Abrüstungsverträgen ce deutlich chiffre verringert, a beaucoup bleibt diminué, aber dennoch mais erschreckend. il reste Zu effrayant. Jahresbeginn gibt es Au début weltweit de l'année, ungefähr on comptait 12.500 environ nukleare 12 500 Sprengköpfe. ogives dans le Davon monde. lagern rund Parmi elles, 9.600 près de in militärischen 9 600 Depots. sont Der Rest stockés dans des wartet dépôts auf die militaires. Demontage. Et le Die reste attend beunruhigendste d'être Zahl. détruit. Etwa Le chiffre le plus 3.800 inquiétant. Sprengköpfe sind Environ auf Raketen 3800 und Basen ogives sont stationiert, déjà déployés also sur des voll missiles et des einsatzbereit. bases. Donc, Das en heißt, état de sie pleine könnten alerte. innerhalb weniger Cela Minuten veut dire gestartet qu'elles werden. peuvent être lancées en Alles quelques beginnt im minutes. Bergwerk, wo Tout Uranerz commence dans gefördert une wird. mine, où Es l'on ist extrait le schlicht minerai Gestein. d'uranium. Nach dem Ce n'est Zerkleinern qu'une pierre. und einer chemischen Behandlung Après broyage entsteht et ein traitement Konzentrat, chimique, der on obtient sogenannte un concentré qu'on Yellow appelle Cake. Yellow Cake. Doch das ist noch Mais nicht ce n'est einmal même der pas Anfang. encore le vrai In diesem début. Konzentrat Dans ce bestehen concentré, 99,3% aus gutem, 99,3% c'est stabilem l'uranium Uran 238, stable 238, et das sich für inutilisable pour Bomben une nicht bombe. eignet. Et seulement Und nur 0,7% c'est sind das l'uranium Problematische. 235, Instabile instable, Uran celui qui nous intéresse. 235, Ce sont das des wir jumeaux brauchen. chimiques. Ils se Beide comportent sind de la chemische même Zwillinge. manière. Sie Impossible de verhalten les sich séparer par praktisch simple identisch chimie. und lassen Leur sich seule chemisch différence, nicht c'est trennen. un poids Der microscopique. einzige Unterschied, L'atome ein d'uranium winziger Gewichtsunterschied. 235 est légèrement Das plus Atom léger. des Uran Pour exploiter cette 235 différence de ist poids, ein wenig il leichter. faut transformer l'uranium diesen solide en Gewichtsunterschied gaz. zu nutzen, muss On le festes convertit Uran en in Gas hexafluorure überführt werden. d'uranium, Man une verwandelt es substance in très corrosive et dangereuse Uranhexafluorid, qui devient eine sehr gazeuse ätzende und à une gefährliche température Verbindung, die schon relativement bei basse. relativ Et niedriger maintenant Temperatur commence l'étape la gasförmig plus wird. complexe, Jetzt beginnt das Schwierigste. l'enrichissement. Die Cela se fait dans Anreicherung. une usine Sie findet in einer gigantesque de riesigen la taille Anlage d'une statt, ville, groß wie composée eine de Stadt, milliers et de bestehend aus milliers tausenden d'appareils identischen identiques Geräten, die reliés zu en einer cascade. Kaskade verbunden Cela sind. peut être, par Das können exemple, des Gaszentrifugen centrifugeuses à oder gaz ou Anlagen des zur systèmes de Gasdiffusion diffusion sein. gazeuse. Les Anreicherungsfabriken anciennes wie usines die de alten diffusion gazeuse, Diffusionswerke in den comme celles Vereinigten qui Staaten, existaient aux États-Unis, verbrauchten so viel consommaient Strom wie autant eine große d'électricité qu'une Stadt, grande ville, nur um juste pour Atome langsam séparer zu lentement trennen. les atomes. Zentrifugen sind die Les heute centrifugeuses, gebräuchlichste elles, Methode. sont Das aujourd'hui sind la tausende méthode la plus hohe, répandue. schlanke Zylinder, Ce sont des die mit cylindres hauts et Überschallgeschwindigkeit fins qui tournent rotieren. à une vitesse Wird das Gas supersonique. eingespeist, Quand drückt on y die injecte le gaz, Zentrifugalkraft les die molécules schwereren les plus Moleküle lourdes, mit avec Uran l'uranium 238, sont 238 an die projetées vers les Wände, parois, während die tandis que etwas les molécules leichteren un peu plus Moleküle légères, mit Uran avec l'uranium 235 235, näher am Zentrum restent bleiben. plus proche du centre. Das Gas aus dem Zentrum, Ensuite, le gaz du leicht centre, angereichert, légèrement wird zur enrichi, nächsten est Zentrifuge transféré dans une weitergeführt, autre das an centrifugeuse. der Wand Et le gaz abgereichert appauvri, wird celui des abgezweigt. parois, est Die écarté. Gasdiffusion La ist diffusion extrem gazeuse, elle, energieaufwendig. est un procédé Das Gas wird unter incroyablement Druck durch énergivore. tausende Le Membranen gaz est mit poussé à travers des mikroskopisch milliers de kleinen Poren membranes gepresst. percées de pores Die microscopiques. leichteren Moleküle Les mit molécules Uran plus légères, celles avec 235 l'uranium passieren die Poren 235, minimal schneller. traversent un peu plus vite. Der Prozess Le ist processus unglaublich est d'une langsam. lenteur extrême. Nach einem einzigen Après Durchlauf chaque passage, steigt die la Konzentration an concentration Uran d'uranium 235 augmente nur um seulement de wenige quelques Hundertstel centièmes de pourcent. Prozentpunkte. Pour Um passer von des natürlichen 7/10% 0,7% auf naturels waffentaugliche aux 90% zu 90% kommen, nécessaires muss das pour Gas l'armement, tausende le solcher gaz Stufen doit durchlaufen. franchir des milliers Das d'étapes. kann Monate dauern Cela peut durer und des mois erfordert eine et nécessite une kolossale quantité Menge an colossale Energie, d'énergie, vergleichbar comparable mit à dem celle d'une Verbrauch grande einer ville. ganzen Stadt. Une fois Wenn schließlich l'hexafluorure hoch d'uranium angereichertes hautement enrichi obtenu, Uranhexafluorid vorliegt, on le wird es reconvertit en wieder métal in solide, festen à partir Metallzustand duquel überführt. on peut fabriquer Daraus les lassen pièces sich dann destinées à Bauteile une für charge einen nucléaire. nuklearen Sprengsatz Mais il ne herstellen. faut pas seulement Doch de gebraucht l'uranium.
l'uranium wird nicht nur Il Uran, faut aussi sondern auch du Plutonium. Plutonium.
Plutonium plutonium 239 kommt in der n'existe Natur quasiment praktisch pas dans la nicht vor. nature. Il faut Es le muss créer künstlich erzeugt artificiellement. werden. In Cela einem se fait dans un Kernreaktor. réacteur nucléaire. In den On Reaktor y wird charge de gewöhnliches, l'uranium nicht ordinaire, angereichertes non Uran enrichi. geladen. Während des Quand le réacteur fonctionne, les neutrons bombardent les atomes d'uranium 238. Certains absorbent un neutron, se transformant en uranium 239 instable, qui après plusieurs désintégrations devient du plutonium 239. Au bout d'un certain temps, on retire les barres de combustible du réacteur. Ce sont alors des mélanges infernaux, extrêmement radioactifs, contenant de l'uranium, du plutonium et d'innombrables produits de fission. Les séparer est un défi colossal. Cela se fait dans une usine radiologique spéciale, derrière d'épaisses parois de béton, avec des bras robotisés. Les barres sont dissoutes dans l'acide, puis grâce à des procédés chimiques complexes, le plutonium est isolé de l'uranium et des autres éléments. C'est une étape extrêmement dangereuse à cause de la radioactivité. Das ist wegen der gewaltigen Strahlung extrem gefährlich. Le gewonnene reine Plutonium obtenu wird in Metall est umgewandelt. transformé en Es métal. ist ein sehr komplizierter, C'est un matériau launischer très Werkstoff capricieux, mit avec mehreren plusieurs kristallinen états Phasen cristallins und et hautement hochtoxisch. toxiques. Daraus On en fertigt man fabrique Bauteile für ensuite die des Bombe. pièces pour l'arme. Um nur Pour 1 produire Gramm seulement Plutonium un zu gramme de produzieren, plutonium, müssen il faut mehrere traiter Tonnen plusieurs tonnes Uranerz de minerai verarbeitet d'uranium und et mehrere brûler des Tonnen tonnes de Kernbrennstoff combustible im Reaktor nucléaire dans un bestrahlt werden. réacteur. Liegt das Une fois les Material matières vor, obtenues, muss es zur il faut Explosion les gebracht faire werden. exploser. Es gibt Il zwei existe deux grands Grundkonzepte. concepts. Der Le type Kanonentyp. canon. An D'un einem côté, Ende un befindet morceau sich ein Stück d'uranium, Uran plus petit unterhalb que der la masse kritischen critique. Masse. De Am l'autre, anderen un Ende deuxième ein morceau, zweites, lui aussi ebenfalls sous-critique. unterkritisches. Mit Avec des konventionellem explosifs Sprengstoff classiques, wird das on eine projette Stück in l'un das sur andere l'autre. geschossen. Quand ils se rejoignent, Vereint leur überschreitet die masse totale Gesamtmasse die dépasse kritische la masse Schwelle. critique Eine et la réaction en chaîne Kettenreaktion démarre. beginnt. Le Der type Implosionstyp implosion ist est bien deutlich plus komplexer. complexe. Man nimmt On eine prend Kugel une aus sphère de Plutonium oder plutonium Uran ou d'uranium, unterhalb der kritischen plus Masse. petite que la masse Diese Kugel critique. wird von einer perfekt Autour, symmetrischen on place Hülle une couche konventioneller parfaitement Sprengstoffe symétrique umgeben. d'explosifs classiques. Dann wird diese Ladung Puis, on gleichzeitig fait an exploser ces Dutzenden charges en Punkten même temps, gezündet. à Mit des dizaines Genauigkeit de im points, Bereich von avec Mikrosekunden. une précision Die nach de innen l'ordre de la laufende Druckwelle microseconde. komprimiert die L'onde de Plutoniumkugel choc qui mit converge enormer vers le Kraft, centre erhöht comprime ihre la Dichte sphère avec une force und im incroyable, verdichteten Zustand augmentant sa wird sie densité. überkritisch. Dans cet Die état comprimé, Kettenreaktion startet. elle devient surcritique. Eine der Et la schwierigsten réaction en Aufgaben chaîne der démarre. gesamten Konstruktion ist Créer es, une onde diese perfekt explosive aussi symmetrische parfaitement symétrique Detonationswelle zu est l'un des erzeugen. défis d'ingénierie Wie les du plus siehst, extrêmes geht de es bei toute der la Herstellung conception. einer Atombombe Comme tu le vois, weniger um das fabriquer une eigentliche bombe Montieren, nucléaire n'est sondern pas um den seulement Aufbau assembler des einer pièces, gigantischen, mais mettre en place unglaublich une teuren immense und technologisch infrastructure industrielle, hochentwickelten incroyablement Industrieinfrastruktur coûteuse zur et Gewinnung technologiquement spaltbarer avancée, Materialien. juste pour Das obtenir erfordert les matières Jahrzehnte Arbeit, fissiles. Milliarden Cela Dollar, demande des décennies, Zugang zu des milliards de dollars, Technologien, des enorme technologies Energiemengen uniques, une und ein énergie Heer colossale hochqualifizierter et une armée de Wissenschaftler scientifiques und et d'ingénieurs hautement Genau qualifiés. diese Komplexität C'est justement ist der cette wichtigste complexité qui Sicherungsmechanismus, constitue le der die véritable Verbreitung von frein Kernwaffen in à der la Welt bremst. prolifération. Schätzungen zufolge haben allein die Vereinigten Staaten seit den 1940er Jahren in heutigen Preisen über 10 Billionen Dollar für ihr Atomprogramm ausgegeben. Summen, mit denen man viele globale Probleme hätte lösen können. Chaque heure, plus de 5000 tonnes de briques réfractaires sont cuites dans le monde. Mais rares sont ceux qui savent qu'à l'intérieur de ces briques se cache un matériau capable de résister à une température de plus de 1600 degrés, comme le cœur d'un volcan. Ce n'est pas un simple matériau de construction, c'est une armure qui protège les hauts fourneaux, les poches de coulées d'acier et même le foyer de votre cheminée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la production la plus brûlante de la planète. Et à la fin, vous découvrirez un secret que même les ingénieurs taisent. À la base de tout, il n'y a pas l'argile rouge ordinaire utilisée pour les briques de construction, mais une variété spéciale,
l'argile réfractaire, ou kaolinique. Son caractère unique réside dans sa composition chimique, dominée par deux oxydes, l'oxyde d'aluminium et le dioxyde de silicium. C'est leur teneur élevée et leur juste proportion qui confèrent à la matière première sa principale propriété, une température de fusion extraordinairement haute. Pour donner au produit final stabilité et prévisibilité, les fabricants ont recours à une astuce technologique. Une partie de l'argile extraite n'est pas immédiatement envoyée en production, mais est d'abord cuite dans des fours à une température allant jusqu'à 1500 degrés. Au cours de ce processus, l'argile perd sa plasticité, se frite et se transforme en un matériau très solide, dur comme la pierre, que l'on appelle la chamotte. Cette chamotte est ensuite broyée et utilisée comme composant principal, auquel on ajoute une certaine quantité d'argile fraîche et plastique qui servira de liant. Cette approche résout un problème clé. Elle réduit considérablement le retrait des pièces lors du séchage et de la cuisson finale, prévenant ainsi les déformations et les fissures. Le processus commence donc par la préparation des composants. L'argile extraite et d'autres roches, ainsi que la chamotte préalablement préparée, arrivent sur la ligne de broyage. Les mâchoires géantes des concasseurs brisent les gros morceaux, puis les broyeurs à cylindres et à boulets les pulvérisent inexorablement, jusqu'à obtenir une fine poudre à la granulométrie précisément définie. Le contrôle de la taille des grains est extrêmement important, car la future densité, et par conséquent la solidité et la conductivité thermique de la brique, dépendent de la manière dont les particules de différentes tailles pourront se compacter. Après le broyage, des systèmes de dosage automatisés pèsent chaque composant, poudre de chamotte, poudre d'argile, eau et autres additifs éventuels, avec une précision d'ordinateur, selon la recette du type de réfractaire visé. Tout ce mélange est envoyé dans de puissants malaxeurs, où il est intensément brassé, jusqu'à former une masse parfaitement homogène, connue sous le nom de composition. Ensuite, cette masse informe doit prendre forme. La méthode la plus courante est le pressage semi-sec. La composition, contenant une quantité minimale d'humidité, est chargée dans des moules métalliques de haute résistance. Puis, une presse applique une force énorme, mesurée en centaines de tonnes, comprimant la masse dans la matrice en acier. Grâce à cette pression colossale, les particules se rapprochent au maximum, chassant l'air, et à la sortie, nous obtenons un bloc dense et lisse à la géométrie parfaite, la brique crue. Bien qu'elle ait déjà sa forme, elle est encore très fragile et sensible à l'humidité. L'étape suivante ne demande pas de la force, mais de la patience et de la précision. La brique crue est délicatement disposée sur des wagonnets et envoyée dans de longs séchoirs tunnels. C'est une phase lente et délicate, qui peut durer d'1 à plusieurs jours. À l'intérieur du séchoir, un microclimat est minutieusement contrôlé. La température augmente progressivement, tandis que l'humidité diminue. Il est crucial que l'humidité s'échappe de la brique de manière parfaitement uniforme sur toute son épaisseur. Toute précipitation ou violation du régime entraînerait un séchage plus rapide des couches externes que des couches internes, ce qui créerait des tensions internes critiques et ferait tout simplement éclater la brique de l'intérieur. Quand toute l'eau physiquement liée est éliminée, vient le point culminant de tout le cycle de production, la cuisson. La brique entre dans le tunnel de feu du four, où une véritable renaissance l'attend. En se déplaçant lentement à travers les différentes zones du four, elle est progressivement chauffée jusqu'à des températures de pointe qui, pour la brique de chamotte, atteignent 1400 degrés et pour les variétés à haute teneur en alumine, peuvent dépasser 1750 degrés.
Ce n'est pas un simple séchage, c'est une métamorphose profonde. À de telles températures, des réactions chimiques complexes se déclenchent. Les particules de minéraux s'amollissent en surface et se fritent entre elles, formant une structure céramique solide et dense. Dans le système alumine-silice, se forment de nouveaux composés cristallins, notamment des cristaux aciculaires de mullite qui, tels des armatures, parcourent toute la structure de la brique, lui conférant une solidité et une résistance thermique exceptionnelles. Après avoir passé le pic de chaleur, la brique traverse tout aussi lentement la zone de refroidissement. Cette étape n'est pas moins importante, car un refroidissement rapide provoquerait un choc thermique et détruirait le produit qui vient d'acquérir sa résistance. À la sortie du four, apparaît un produit entièrement nouveau, un bloc dur, sonore, légèrement rugueux au toucher, qui ne craint pas le feu. Ensuite, ce n'est que du contrôle. Chaque pièce subit une inspection rigoureuse de ses dimensions géométriques et de l'absence de défauts, après quoi elle est marquée, emballée et envoyée accomplir sa mission principale, contenir les flammes. Pour prendre conscience de la véritable importance de la brique réfractaire, il faut se pencher sur le langage des chiffres. Le marché mondial des matériaux réfractaires est une industrie évaluée à plus de 30 milliards d'euros par an, et plus de 70% de toute cette masse colossale de produits est consommée par un seul secteur, la sidérurgie. Le revêtement protecteur intérieur d'un seul grand haut fourneau peut nécessiter de 2 à 4 000 tonnes de réfractaire. Et une seule poche de coulée d'acier, dans laquelle on transporte des centaines de tonnes de métal liquide, consomme plusieurs jeux de garnissage par an. Une brique de chamotte standard, la plus courante, pèse environ 3,5 kg et peut résister à une température allant jusqu'à 1690 degrés Celsius. À l'échelle industrielle, cela signifie que des millions de tonnes de ces briques montent au lagarde chaque année, contenant une énergie thermique équivalente à celle de milliers de volcans. Le champ d'application de la brique réfractaire est aussi vaste que les processus à haute température qui sont à la base de notre civilisation. Son principal consommateur est, sans conteste, la sidérurgie. Ici, elle est absolument indispensable. On garnit de briques réfractaires l'intérieur des hauts fourneaux où la fonte naît du minerai. On en revêt les convertisseurs à oxygène et les fours à arc électrique où la fonte est transformée en acier. Les énormes poches de coulée qui transportent le métal en fusion sont également protégées de l'intérieur par une armure de réfractaire. Et pour chaque zone de l'équipement, on choisit un type de brique spécifique, capable de résister non seulement à la température, mais aussi à l'agression chimique du bain de fusion et des scories. Le deuxième consommateur en importance est l'industrie du ciment. Les longs fours rotatifs de plusieurs centaines de mètres, dans lesquels on cuit le clinker de ciment à 1450 degrés, sont entièrement garnis à l'intérieur de types spéciaux de briques réfractaires. Sans cette protection, la carcasse en acier du four brûlerait en quelques minutes. L'industrie du verre ne peut pas non plus exister sans les réfractaires. Les immenses fours à bain, où la masse de verre est fondue à environ 1600 degrés, sont construits avec des types de briques particuliers, très résistants, capables de supporter pendant des années non seulement la chaleur, mais aussi l'attaque chimique agressive du verre en fusion. Outre ces géants, on utilise la brique réfractaire dans la production d'énergie thermique, pour le garnissage des chaudières et des foyers, dans l'industrie chimique et pétrochimique pour le revêtement des réacteurs et des incinérateurs de déchets. Et bien sûr, à une échelle beaucoup plus modeste, nous la retrouvons dans notre quotidien. C'est avec de la brique de chamotte que l'on construit les cheminées, les poêles,
et les conduits de fumée, car elle garantit la sécurité et la longévité, en contenant fidèlement la chaleur au cœur de notre foyer. Chaque année, plus de 25 millions de tonnes de cuivre sont produites dans le monde. Mais seule une infime partie de ce métal passe par la sélection la plus rigoureuse pour créer les câbles du métro de Dubaï, là où le sable fond et où la technologie n'a pas droit à l'erreur. Ici, sous le désert, le cuivre parcourt un chemin qui va du feu incandescent aux brins ultra fins, qui soutiennent un empire de l'électricité. Comment le cuivre se transforme-t-il exactement en air d'une mégapole? Et que cache la phase finale de production, dont même les ingénieurs ne parlent pas? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez un secret que l'on ne révèle même pas dans les usines. Le cuivre n'est pas un simple métal. C'est un véritable super-héros parmi les conducteurs. Il conduit très bien l'électricité, il est flexible et durable. C'est pourquoi il a été choisi pour créer des câbles qui doivent résister non seulement à la charge quotidienne, mais aussi aux conditions sévères du climat désertique et du monde souterrain du métro. Ces dernières années, la consommation de cuivre pour les réseaux électriques du métro de Dubaï a augmenté en moyenne de 10% par an. L'année dernière, selon les données officielles des grands fabricants, environ 3500 tonnes de brins de cuivre ont été produites sous forme de câbles finis pour répondre aux besoins du système de transport de Dubaï. D'abord, les lingots de cuivre, préalablement coulés sous forme de grands blocs rectangulaires, sont stockés dans des zones spéciales près des fours de fusion. Là, leur qualité est vérifiée, ils sont marqués et préparés pour le chargement. ECO. Pour déplacer ces lourds lingots, on utilise de puissants chariots élévateurs, de grandes grues ou des systèmes de convoyage spéciaux. Par exemple, un chariot élévateur s'approche du lingot, le soulève sur ses fourches et le transporte avec précaution jusqu'à la zone de fusion. Les fours eux-mêmes, chauffés à de très hautes températures, ont des trappes ou des mécanismes de chargement qui s'ouvrent pour recevoir le matériau. Pendant le chargement, on utilise souvent des systèmes de grues avec des crochets ou des pinces magnétiques qui maintiennent les lingots et les descendent délicatement dans le four. Grâce à des systèmes automatisés, l'opérateur contrôle le processus à l'aide de moniteurs et de joysticks, coordonnant les mouvements des engins sans contact physique direct avec le métal. Cela garantit une sécurité maximale pour le personnel. Tous les travaux sont soumis à un régime technologique strict pour maintenir le bon ordre de chargement afin d'assurer une fusion uniforme du cuivre. Après le chargement, les trappes sont fermées hermétiquement et la fusion commence. Tout le processus est organisé de manière à minimiser les pertes de métal et à assurer le fonctionnement continu de l'usine. La température dans ces fours atteint plusieurs centaines de degrés Celsius, rappelant une véritable coulée volcanique qui émet une lumière vive et une chaleur incroyable. Le cuivre fond lentement, se transformant en un liquide dense et brillant qui s'écoule comme une rivière dans des canaux métalliques. Ce métal en fusion est le début d'une nouvelle forme de vie pour le cuivre, car il deviendra bientôt non plus une simple ébauche métallique, mais une véritable artère pour l'électricité. Le flux de cuivre liquide est dirigé vers des moules spéciaux, où il se solidifie et refroidit rapidement, formant de longues tiges ou barres, les futures âmes des câbles. Ces barres ont une épaisseur considérable, bien plus grande que celle d'un crayon ordinaire. Mais pour que le cuivre puisse conduire l'électricité dans de fins câbles, il faut le rendre ultra fin et extrêmement résistant.
C'est précisément à cela que servent des machines spéciales, les tréfileuses. Leurs puissantes pinces de traction saisissent fermement la barre de métal et la tirent à travers de minuscules orifices qui se réduisent progressivement. Ce processus ressemble à la manière dont on étire une pâte ou une masse pour en faire un fil long et fin. Grâce aux tréfileuses, le cuivre devient ultra fin, d'une épaisseur de quelques millimètres. L'âme se transforme en fil fin de quelques dixièmes, voire centièmes de millimètre, presque transparent. Pourtant, malgré cela, il reste incroyablement solide et capable de supporter un courant électrique élevé et des centaines de kilomètres de pause. Le processus de tréfilage se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la grosse barre passe à travers un orifice de diamètre moyen, puis à plusieurs reprises, à travers des orifices de formage de plus en plus petits. Cela permet non seulement de réduire le diamètre du fil, mais aussi de rendre sa surface extérieure parfaitement lisse, sans fissures ni irrégularités. Cette finesse de surface est très importante, car elle influence la qualité de la conductivité électrique du fil et sa durée de vie dans le câble. Parallèlement, le métal est chauffé et refroidi de manière spéciale. C'est ce qu'on appelle le recuit. Cela aide à préserver la flexibilité du cuivre, réduit les tensions internes et prévient la fragilité des fils fins. Grâce à cela, les câbles deviennent non seulement fiables, mais aussi suffisamment souples pour être facilement toronnés et posés dans le métro. Le cycle technologique du tréfilage comprend généralement de 8 à 12 passages d'étirage, ce qui assure un ajustement précis du diamètre des brins au micromètre près. Le taux de rendement du matériau utilisable atteint 95% et les déchets sont en grande partie réintégrés dans le cycle de production. D'abord, chaque brin est soigneusement recouvert d'une couche de matériaux isolants, généralement du plastique, des polymères ou des mélanges de caoutchouc spéciaux. Ces revêtements créent une barrière solide qui prévient les claquages électriques, protège les fils de l'humidité, de la poussière et des dommages mécaniques. L'isolation est appliquée de manière uniforme à l'aide de mécanismes semi-automatiques, où le fil passe à travers des buses contenant le matériau en fusion. Cette couche refroidit et durcit rapidement. Le matériau isolant qui recouvre les brins de cuivre est composé de mélanges polymères modernes, capables de supporter une plage de température allant de moins 40 à plus 90 degrés Celsius, et de conserver leur élasticité, même dans des conditions de forte humidité. Les matériaux isolants représentent environ 30% du poids total du câble. Parfois, le matériau d'isolation est complété par des additifs spéciaux pour renforcer sa résistance à la chaleur et aux rayons ultraviolets, car les câbles sont exploités dans des conditions difficiles. Après l'isolation, plusieurs de ces brins sont toronnés en faisceaux, et la couche extérieure d'isolation est rendue encore plus épaisse, en y ajoutant parfois un blindage en aluminium ou en acier. Cela protège le câble sous terre et dans les tunnels contre les dommages mécaniques. Ainsi, l'isolation ne sert pas seulement d'isolant électrique, mais prolonge également la durée de vie des câbles dans le climat rigoureux et les conditions du métro. Le blindage des câbles avec des fils d'acier ou d'aluminium représente encore 15% du poids du produit. Cela ajoute au câble non seulement une résistance mécanique, mais améliore également sa protection contre les interférences électromagnétiques, ce qui est particulièrement important dans les stations de métro, avec une grande quantité d'équipements techniques. Chaque année,
plus de 100 000 tonnes de fibres de carbone sont produites dans le monde. Mais saviez-vous que ce matériau ultra résistant ne naît ni du métal ni du graphite, mais d'un fin fil blanc qui ressemble à de la laine pour un pull? Imaginez, un fil fragile et doux passe à travers des fours infernaux, atteignant jusqu'à 3000 degrés, perd la moitié de son poids et renaît, sous la forme du diamant noir de l'ingénierie moderne. C'est lui qui rend possible les fusées spatiales, les supercars et les armes les plus sophistiquées. Restez avec nous, car vous allez suivre le chemin qui transforme un simple polymère en matériau du futur. Tout ne commence pas avec du charbon ou du graphite, comme on pourrait le croire. La base de la fibre de carbone est un polymère spécial, le plus souvent du polyacrylonitrile. Une énorme bobine de fil blanc très fin, semblables à du fil acrylique pour un pull. Ce fil est doux, flexible et n'impressionne pas du tout par sa résistance. C'est notre cocon, d'où doit naître un papillon d'acier. La première étape est la préparation. Des milliers de ces fils blancs sont déroulés et assemblés en une grosse mèche. Cette mèche passe à travers un système de rouleaux qui l'étire avec une force énorme, tout en l'envoyant simultanément dans un four chauffé à 300 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle la stabilisation. L'étirement force les longues molécules à l'intérieur du plastique à s'aligner en ligne parfaitement droite et parallèle. Et le chauffage déclenche des changements chimiques qui les verrouillent dans cette position. C'est d'une importance capitale. Si on ne le faisait pas, la fibre fondrait simplement en une goutte informe lors du chauffage ultérieur. Au cours de ce processus, la fibre passe du blanc au noir. Elle a déjà noirci, mais ce n'est pas encore de la fibre de carbone. Maintenant, notre fil préparé et noirci s'apprête à subir l'épreuve du feu, le cœur de tout le processus, la carbonisation. La mèche est envoyée dans un autre four, beaucoup plus long et plus chaud. Mais ici, il y a un secret majeur, absolument clé. Dans ce four, il n'y a pas d'oxygène. Il est rempli d'un gaz inerte, comme l'azote. Pourquoi? Parce que s'il y avait de l'oxygène à une température de 1000 degrés Celsius, notre fibre brûlerait simplement en une fraction de seconde, se transformant en cendre. Mais sans oxygène, quelque chose d'incroyable se produit. La chaleur commence littéralement à brûler tout ce qui n'est pas du carbone dans la fibre. Les atomes d'hydrogène, d'azote et d'autres éléments se détachent des chaînes moléculaires et s'évaporent. La fibre perd plus de 50% de son poids, devient beaucoup plus fine. Mais ce qui reste, c'est du carbone pur à près de 95%. Et les atomes de ce carbone, libérés de leurs voisins, forment des structures cristallines incroyablement solides, semblables à des rubans microscopiques de graphite, parfaitement orientés le long de la fibre. Notre fil de plastique souple vient de se transformer en une fibre de carbone ultra résistante. Mais pour les applications d'élite, comme l'aérospatiale, ce n'est pas encore suffisant. Pour elle, il y a un dernier niveau d'enfer, la graphitisation. La fibre est envoyée dans un troisième four, toujours sans oxygène, mais cette fois chauffé à une température démente de 3000 degrés Celsius. Cette chaleur extrême force les cristaux de carbone à se réorganiser en une structure encore plus parfaite, presque sans défaut, ce qui rend la fibre non seulement encore plus solide, mais aussi beaucoup plus rigide. Après ce baptême du feu, nous avons une fibre parfaitement résistante, mais absolument asociale. Sa surface est si lisse que presque rien n'y adhère, ce qui est un énorme problème, car nous devrons la lier avec de la résine.
La fibre subit donc un processus de traitement de surface. On la plonge dans un bain d'acide où on l'expose à des gaz, ce qui crée à sa surface des rugosités microscopiques et des groupes chimiquement actifs. C'est comme faire des entailles sur du verre pour que la colle y adhère au mieux. Ensuite, la fibre est recouverte d'une fine couche d'une substance spéciale, le encimage, qui la protège des dommages et améliore sa compatibilité avec la résine. Et ce n'est qu'après avoir parcouru tout ce chemin complexe que la fibre est enroulée sur des bobines. C'est le produit final, un fil noir, brillant, léger comme de la soie et résistant comme un câble d'acier. Mais comment, à partir de ce fil, fabriquer par exemple un capot de supercar? Le fil seul ne travaille qu'en traction. Pour créer une pièce, il faut l'intégrer dans une matrice, c'est-à-dire la noyer dans de la résine. Le plus souvent, on tisse d'abord les fils de carbone pour en faire un tissu. C'est ce fameux tissu au magnifique motif que nous associons à la fibre de carbone. Ensuite, il y a plusieurs voies. La plus simple est le moulage au contact. On prend le moule de la future pièce, on l'enduit d'un agent de démoulage et on commence à y déposer des couches de tissu de carbone sec. Chaque couche est soigneusement imprégnée de résine époxy liquide, à l'aide de pinceaux et de rouleaux, en chassant toutes les bulles d'air. C'est un travail minutieux, semblable au papier mâché, sauf qu'à la place du papier et de la colle, on a des matériaux de l'air spatial. Ensuite, on laisse la pièce durcir. On utilise aussi la technologie des pré-imprégnés. Un pré-imprégné est un tissu de carbone qui a été, dès l'usine, parfaitement imprégné d'une quantité précise de résine époxy spéciale, déjà partiellement durcie à l'état de film collant. Ces feuilles de pré-imprégné sont conservées au congélateur pour stopper la réaction. Travailler avec elles ressemble à de l'application. Dans une salle spéciale, parfaitement propre, les ingénieurs découpent des morceaux de la forme souhaitée dans ces feuilles collantes et les déposent soigneusement, couche par couche, dans le moule. En faisant cela, ils respectent scrupuleusement l'orientation des fibres dans chaque couche. Cela permet de concevoir une pièce pour qu'elle soit la plus résistante possible, précisément dans les directions où elle subira les plus grandes contraintes. Quand toutes les couches sont en place, l'ensemble de la structure est placé dans un sac à vide spécial et on en aspire tout l'air. Cela presse fermement toutes les couches les unes contre les autres. Et voici le final. Le moule, emballé dans son sac à vide, est envoyé dans un four de haute technologie géant, appelé un autoclave. C'est en somme un gigantesque autocuiseur. À l'intérieur, on ne crée pas seulement une haute température, environ 180 degrés, mais aussi une pression énorme. La pression extérieure comprime encore plus fort toutes les couches de carbone, expulsant les moindres bulles d'air microscopiques. Et la température cuit définitivement la résine époxy, la transformant en un plastique ultra résistant et monolithique. Quelques heures plus tard, quand l'autoclave s'ouvre, un miracle apparaît. À la place d'un tas de chiffons collants, il y a maintenant une pièce unique, parfaitement dure, incroyablement légère et follement résistante. Elle a une surface parfaite et une géométrie précise. Après cela, il ne reste plus qu'à la détourer soigneusement sur les bords, la polir et, éventuellement, la recouvrir d'un vernis transparent pour souligner cette beauté cosmique des fibres de carbone parfaitement ordonnées. C'est le chemin qui mène d'un simple fil blanc au diamant noir de l'ingénierie moderne. Imaginez une usine où des montagnes de ferraille ne sont pas des déchets, mais un avenir. Chaque année, l'humanité recycle plus d'1,5 milliard de tonnes d'acier.
Et c'est précisément ici que ces ruines froides retrouvent une seconde vie. Des grues gigantesques équipées d'électroaimants soulèvent dans les airs des tonnes de métal rouillé, comme s'il s'agissait de jouets d'enfants. Et puis, le plus impressionnant, 3 électrodes en graphite créent un éclair de 3000 degrés qui transforme ces débris en une rivière d'acier en ébullition. Ce n'est pas une simple production, c'est l'alchimie spectaculaire de l'industrie moderne. Et maintenant, vous allez assister à la naissance d'un véritable géant de métal. Sur une immense aire de stockage à ciel ouvert qui s'étend sur des hectares, reposent des montagnes de ferraille. C'est le cimetière de vieux navires, de wagons découpés, de poutres de construction et d'équipements industriels. Au-dessus de ces collines de métal planent de gigantesques ponts roulants. À la place d'un crochet, ils ont un énorme électro-aimant, semblable à une soucoupe volante. Avec un bourdonnement, il descend sur un tas de ferraille, et dans un grincement métallique, des tonnes d'acier s'y collent. La grue transporte cette récolte et la déverse dans un immense panier d'acier, appelé panier de chargement. Ce processus ressemble à un enfant géant jouant dans un bac à sable, sauf qu'à la place du sable et de la pelle, il y a du métal rouillé et un aimant de plusieurs tonnes. Une fois le panier rempli, il entame son voyage vers le cœur même de l'aciérie. Et le cœur de l'atelier, c'est le four à arc électrique. Une cuve colossale, de la taille d'une petite piscine, revêtue à l'intérieur d'une épaisse couche de briques réfractaires. Au-dessus, pendent 3 imposantes colonnes de graphite, aussi épaisses que des troncs d'arbres centenaires. Ce sont les électrodes. La grue amène le panier de chargement jusqu'au four, son fond s'ouvre, et dans un vacarme assourdissant d'avalanches métalliques, des tonnes de ferraille froide s'abattent à l'intérieur. Le sol tremble sous l'impact, puis un couvercle massif referme le four. Les 3 électrodes géantes descendent lentement jusqu'à se trouver à quelques centimètres de la surface du métal. Et à cet instant, l'opérateur enclenche le courant. Entre les extrémités des électrodes et le métal jaillit un arc électrique. Ce n'est pas une étincelle. C'est un éclair continu et aveuglant qui frappe avec une force incroyable. L'atelier est empli d'un rugissement profond et assourdissant, semblable au vacarme d'un avion à réaction au décollage. La lumière de l'arc est si intense qu'il est impossible de la regarder sans lunettes de protection spéciale. La température dans la zone de l'arc grimpe instantanément à 3000 degrés Celsius. L'acier, même le plus épais, n'a aucune chance. Il commence à fondre, s'écoulant en filets comme la cire d'une bougie. En 1 heure ou 2, toute cette montagne de ferraille froide se transforme en un lac bouillonnant et éblouissant de métal liquide. À ce moment, on ajoute des additifs spéciaux dans le bain de fusion, des éléments d'alliage comme le manganèse, le chrome, le molybdène. C'est comme un grand chef qui ajoute des épices à son plat pour obtenir le goût parfait, c'est-à-dire la résistance et la ductilité idéale de l'acier pour notre encre. Pendant que le métal fond, dans une autre partie de l'atelier, un travail non moins important et minutieux a lieu, la création du moule. On ne peut pas simplement verser 100 tonnes d'acier dans n'importe quoi. Le moule pour une encre est en soi une immense construction d'ingénierie. On le fabrique avec un sable spécial, mélangé à des résines liantes. D'abord, on crée un modèle précis de l'encre en bois ou en polystyrène à taille réelle. Ensuite, ce modèle est enfoui dans du sable à l'intérieur d'énormes caisses métalliques appelées des châssis. Le sable est soigneusement tassé et les résines durcissent, le transformant en une coque solide comme la pierre.
Le moule est fait en 2 moitiés pour pouvoir ensuite retirer le modèle. À l'intérieur de ces blocs de sable, on crée un système complexe de canaux, le système de coulée. Ce sont les vaisseaux sanguins par lesquels le métal en fusion s'écoulera dans la cavité, ainsi que des évents pour la sortie des gaz, afin d'éviter la formation de bulles à l'intérieur. Quand les 2 moitiés du moule sont prêtes, on les assemble, on les fixe et on les enterre dans une profonde fosse de sable dans le sol de l'atelier. C'est fait pour que la pression colossale du métal liquide ne fasse pas éclater le moule. Incroyablement intéressant, n'est-ce pas? Et voici le point culminant. Une grue énorme s'approche du four à arc électrique. Le four bascule et par une rigole spéciale, dans une poche de coulée gigantesque, appelée poche d'aciérie, se déverse avec un rugissement une rivière éblouissante d'acier liquide. La poche, également revêtue de briques réfractaires à l'intérieur, s'élève lentement dans les airs et flotte au-dessus de l'atelier, dégageant une telle chaleur que l'air tremble autour d'elle. Elle s'approche de l'endroit où notre moule est enfoui dans le sol. Un fondeur, dans une combinaison ignifugée argentée ressemblant à un scaphandre, ouvre l'obturateur au fond de la poche. Et de là, un puissant jet de métal blanc doré se dirige vers le bas. C'est comme si quelqu'un déversait une rivière de soleil. Dans un sifflement assourdissant et des gerbes d'étincelles, le métal remplit le système de coulée et commence à se répandre dans la cavité à l'intérieur du moule. Ce processus dure de longues minutes jusqu'à ce que toute la cavité de 100 tonnes soit remplie jusqu'en haut. Maintenant commence l'étape la plus longue et la plus calme, le refroidissement. L'énorme masse de métal, cachée sous terre, ne refroidira pas en heures ni en jours, mais en semaines. C'est un processus lent et contrôlé. Un refroidissement trop rapide créerait des tensions internes dans le métal, le rendant fragile. Pendant plusieurs semaines, le sol de l'atelier au-dessus du moule reste chaud. Et enfin, quand tout a refroidi, vient le moment de la naissance. Des grues soulèvent de la fosse un énorme bloc noir de sable et de métal solidifié. Des ouvriers, à l'aide de marteaux-piqueurs et de masses, commencent à briser le moule en sable. Dans un vacarme et des nuages de poussière, des morceaux de pierre de sable se détachent et de dessous apparaît progressivement notre encre. Elle n'est pas encore belle. Elle est noire, couverte d'une couche de calamine, et des restes de métal du système de coulée en dépassent de toutes parts. Maintenant commence l'étape la plus longue et la plus calme, le refroidissement. L'énorme masse de métal, cachée sous terre, ne refroidira pas en heures ni en jours, mais en semaines. C'est un processus lent et contrôlé. Un refroidissement trop rapide créerait des tensions internes dans le métal, le rendant fragile. Pendant plusieurs semaines, le sol de l'atelier au-dessus du moule reste chaud. Et enfin, quand tout a refroidi, vient le moment de la naissance. Des grues soulèvent de la fosse un énorme bloc noir de sable et de métal solidifié. Des ouvriers, à l'aide de marteaux-piqueurs et de masses, commencent à briser le moule en sable. Dans un vacarme et des nuages de poussière, des morceaux de pierre de sable se détachent et de dessous apparaît progressivement notre encre. Elle n'est pas encore belle. Elle est noire, couverte d'une couche de calamine et des restes de métal du système de coulée en dépassent de toutes parts. Sa surface est rugueuse comme du papier de verre. La finition commence. Des ouvriers, à l'aide de torches à plasma qui crachent des jets de feu éblouissants, coupent tout ce qui est superflu. Ensuite, avec d'énormes meuleuses, d'où jaillissent des gerbes d'étincelles, ils nettoient et lissent la surface. Chaque centimètre de l'encre est contrôlé par ultrasons pour s'assurer de l'absence de fissures internes. Et ce n'est qu'après ce long, chaud et bruyant parcours que naît le titan de métal parfait, lisse et incroyablement solide. Il est chargé sur une plateforme spéciale à plusieurs roues et il sort lentement des portes de l'usine,
prête à commencer son service au fond de l'océan, maintenant silencieusement en place, l'une des plus grandes créations des mains de l'homme. Pour transporter une telle pièce jusqu'au port, on utilise un transport spécial qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est une plateforme modulaire automotrice. Elle repose sur des dizaines, parfois plus de 100, petites mais extrêmement robustes roues, chacune pouvant tourner et se soulever indépendamment. C'est comme un 1000 pattes métallique géant. Grâce à l'hydraulique, cette plateforme peut se glisser sous l'ancre, se soulever légèrement pour la décoller du sol et la transporter lentement, à la vitesse d'un piéton, jusqu'au port le plus proche capable d'accueillir une telle charge. Ce déplacement est une véritable opération spéciale. L'itinéraire est calculé à l'avance, la solidité de chaque pont est vérifiée et parfois la circulation sur les routes est bloquée. Ce lent cortège, accompagné de gyrophares et de spécialistes techniques, est un spectacle en soi. Chaque heure, des centaines d'avions décollent dans le monde. Mais un seul d'entre eux reste invisible, même pour les radars les plus puissants. C'est le B-2 Spirit, un appareil qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui existe bel et bien. Imagine, un poids équivalent à celui d'un char d'assaut, une envergure comparable à un terrain de football, et un fuselage fait de matériaux qui n'émettent aucun signal. Comment construire une machine qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne peut presque jamais abattre? Et surtout, quel secret cache sa peau? Regarde jusqu'à la fin, et tu apprendras ce que même les rapports militaires ne disent pas. Tout commence par le choix des matériaux, et là, c'est de la science spatiale. Pour son fuselage, on n'utilise pas de métal classique comme sur les vieux avions, mais des composites, du titane et des alliages d'aluminium. Les composites sont des sortes de sandwichs multicouches à base de fibres et de résine, plus légers que l'acier, mais beaucoup plus résistants. Grâce à ces matériaux, l'avion supporte des contraintes énormes, tout en restant presque invisible au radar. Les ondes radio se perdent littéralement dans les couches du composite sans jamais revenir. Imagine. Le B-2 fait presque 21 mètres de long et plus de 52 mètres d'envergure, comme un terrain de football, mais noir et silencieux. Sa hauteur atteint environ 5 mètres et la surface de ses ailes couvre près de 460 mètres carrés. Le poids à vide du B-2 dépasse 71 tonnes et sa masse maximale au décollage atteint 171 000 kg. Et malgré ses dimensions, il semble élégant, car sa forme est purement aérodynamique. Pas de saillies inutiles, tout est fluide, comme dans la nature. Chaque pièce est fabriquée avec une précision d'orfèvre. Le titane et l'aluminium sont utilisés dans les zones critiques, comme les fixations des moteurs ou du train d'atterrissage, tandis que les composites recouvrent presque toute la surface. Ils sont à la fois légers et responsables de l'effet furtif. D'ailleurs, le revêtement spécial du fuselage ne se contente pas d'absorber les ondes radio. Il protège aussi l'avion contre les températures extrêmes à plus de 15 000 mètres d'altitude. La fabrication commence par la découpe laser de grandes plaques de composite, puis leur mise en forme sous presse pour leur donner la courbure souhaitée. Ensuite vient un traitement en plusieurs étapes. Ponçage, contrôle qualité, application de couches spéciales. Chaque millimètre est scanné au laser pour détecter la moindre fissure ou imperfection. C'est de la haute technologie. Robots et humains collaborent pour créer une véritable œuvre d'ingénierie. Grâce à ces matériaux et à ces procédés, le B-2 peut parcourir des milliers de kilomètres tout en restant invisible.
aussi bien pour les radars que pour les caméras thermiques. Rien n'est laissé au hasard. Chaque courbe du fuselage, chaque ligne des ailes est le fruit de milliers d'heures de calculs et de tests. Les ingénieurs dessinent littéralement l'avion dans l'air pour qu'il se fonde dans le ciel. Aucune arête vive, aucun angle saillant, seulement des lignes douces qui dispersent les ondes radar dans toutes les directions. C'est justement cette forme qui donne au B-2 son allure futuriste. Il ne semble pas lutter contre l'air, mais en faire partie. Chaque élément, même le plus petit, est modélisé par des superordinateurs pour maximiser sa discrétion. Imagine, même les rivets et les joints sont dissimulés pour ne pas créer de reflets au radar. Et il y a une arme secrète, la peinture. Ce n'est pas juste une couche noire mate, mais un revêtement multicouche qui absorbe les ondes radar sans les réfléchir. Voilà pourquoi même les radars les plus puissants perçoivent le B-2 comme un point minuscule. Ou pas du tout. L'assemblage du B-2 Spirit a lieu dans des hangars gigantesques, sous très haute sécurité. Seuls quelques privilégiés peuvent y accéder. Dans ces ateliers règne la discrétion et l'innovation. Les humains et les robots travaillent comme une seule équipe. Les robots manipulent les énormes sections, pendant que les ingénieurs montent les petits composants à la main. Le fuselage est assemblé morceau par morceau, comme un puzzle géant en 3 dimensions. Chaque raccord est contrôlé au laser. Tout cela ressemble à une scène de film de science-fiction. Grue colossale, scanner laser, ingénieurs en combinaison, robots ultra précis. Jour après jour, l'avion prend forme, redéfinissant les règles du jeu aérien. Et puis vient le cœur du B-2 Spirit, ses moteurs. Il en a 4, montés d'une manière unique pour améliorer sa furtivité. Les moteurs ne sont pas fixés à l'extérieur, comme sur les avions classiques, mais intégrés dans le fuselage. Cela rend le profil plus lisse et réduit les signatures thermiques. Le secret réside dans les gaz d'échappement. Habituellement visibles aux capteurs infrarouges, ici, ils passent par de longs conduits internes. Ces gaz sont refroidis, mélangés à de l'air froid, puis expulsés. Résultat, même les caméras thermiques les plus modernes ne détectent qu'une faible ombre dans le ciel. Ce système d'échappement est l'un des piliers de la furtivité du B-2. La cabine est insonorisée, isolée thermiquement et parfaitement étanche à la lumière. Le confort y est total, même lors de missions longues. Les ingénieurs utilisent des composites ultra résistants pour former la coque de la cabine, protégeant l'équipage des bruits, des chocs thermiques et même des radiations. Par-dessus cette structure, on ajoute plusieurs couches d'isolant pour garantir un silence et un confort constants, même lorsque les moteurs hurlent à l'extérieur. Au centre de la cabine, on installe 2 sièges côte à côte, comme dans une voiture de sport. Les fauteuils sont rembourrés mais robustes, réglables à souhait pour garantir le confort pendant de longues heures. Devant chaque pilote, un immense écran numérique. Tout est à portée de main. Écran tactile, joystick, boutons avec textures distinctes pour être identifiables sans les voir. Autour, les panneaux de commande s'enchaînent sans rupture, comme des vagues fluides. Chaque touche a un clic bien défini. Chaque affichage est clair, lumineux et lisible. Un espace de repos est prévu. Lit pliant, coin repas, même une petite toilette. C'est un cocon où se détendre, pendant que l'autre pilote prend le relais.
Tout est pensé pour que l'équipage reste concentré et endurant, même lors des missions de plus de 24 heures. Une fois la cabine terminée, elle est recouverte d'un revêtement spécial, protégeant contre les températures extrêmes, du froid glacial à la chaleur brûlante. Chaque joint est scellé, aucune fuite d'air, aucun bruit parasite. Juste un silence de mission, dans l'un des avions les plus mystérieux jamais construits.